don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Léo Brunet, bienvenue au podcast On Jase Business. Je suis très, très content de pouvoir t'interviewer. Évidemment, tu as rencontré ma conjointe qui fait les rencontres préparatoires là, via Google Meet. Là, fait que m'a parlé de toi, m'a dit bon, c'était super intéressant, tu devrais faire l'entrevue à distance avec lui. Ça reste de l'excellent contenu qui vont sortir sur nos chaînes YouTube. Fait que j'ai dit parfait, on boucle le moment. Puis on est là aujourd'hui. Léo, dans le fond, donc ton entreprise Vision Dev, tu es aussi un fellow podcaster, which is nice. Un petit peu un concept semblable à On Jase Business, donc tu interviews des entrepreneurs. Puis évidemment, aujourd'hui, on va parler de ton parcours, on va parler de ton entreprise et de l'investissement immobilier at large. Donc, commençons par la première section d'entrevue étant ton parcours. Si tu peux faire un petit brief sur ton parcours professionnel, ton parcours justement académique aussi, puis on va poursuivre là-dessus. Absolument. Donc, comme je te disais, moi, j'ai 32 ans. Donc, mon parcours est encore jeune. Il y a encore bien des étapes à parcourir. Mais j'ai commencé comme entrepreneur à l'université. Donc, avant l'université, j'étais plus dans les arts. Moi, j'étais artiste. Je prenais des petits contrats par-ci par-là pour faire des murales. J'ai toujours été quand même entreprenant d'une certaine manière, mais je ne me voyais pas comme un entrepreneur. C'est vraiment à l'université que j'ai découvert cet univers-là. Puis ça a commencé avec un programme de peinture résidentielle, peinture étudiante, étudiant à votre service. Je l'ai raconté souvent, cette histoire-là. C'était extrêmement formatif de me faire coacher sur comment démarrer une entreprise, d'avoir des autres entrepreneurs autour de moi qui démarraient leur entreprise en même temps parce qu'on était tous des franchisés universitaires qui démarraient leur franchise en même temps, chacun dans nos quartiers désignés à Montréal. Donc, moi, je suis de Montréal. Et puis, j'ai fait ça pendant plusieurs années pendant que j'étais à l'université. Et c'était une formidable expérience que de tenter en vente, en marketing, en leadership. Fait que je bâtisse des équipes d'étudiants qui allaient faire de la peinture pour réaliser mes contrats que je vendais pendant l'hiver, entre mes cours, les fins de semaine. Et c'était un beau parallèle avec ma formation que je faisais à ce moment-là, qui était en business à Concordia. J'étudiais le marketing, la finance, ces différents domaines-là. Pendant que je les étudiais dans les livres, je les pratiquais aussi dans ma petite et mais grandissante business. Et j'ai eu jusqu'à 15 peintres qui travaillaient pour moi à un moment donné. On aurait comme 8 chantiers en même temps. Moi, je me promenais d'un chantier à l'autre avec des galons de peinture pour m'assurer que tout le monde avait ce qu'il fallait. J'allais rencontrer un client pour vendre une job. Puis c'était vraiment trippant, c'était vraiment intense. Je travaillais 7 jours sur 7 pendant toute l'année. C'était rough, mais c'était extrêmement formatif. Puis c'est là que j'ai découvert que j'aimais le défi de l'entrepreneuriat. J'étais capable de dealer avec les hauts et les bas, le stress, tout ça. C'était pas assez difficile, c'était pas assez souffrant, disons-le de même. Challengeant, quoi? Ou challengeant pour me décourager. Au contraire, j'aimais le défi, j'aimais me pousser, puis j'aimais aussi la liberté de créer ma propre organisation, choisir le monde que je faisais rentrer dans mon équipe, choisir mes clients, choisir notre image, choisir comment est-ce que ça allait tout se dérouler. C'est aujourd'hui que je réalise à quel point c'est important pour moi d'avoir cette espèce de liberté de créer là. Puis je le channel à travers bâtir une business plutôt qu'à travers les arts comme je le faisais quand j'étais plus jeune. Mais c'est un gros processus créatif que j'aime beaucoup. Okay. Et quand j'ai terminé mon bac, à travers mon parcours dans la peinture étudiante, j'ai rencontré mon associé Cédric qui s'intéressait à l'immobilier à ce moment-là, qui savait que moi, j'avais aussi un background en immobilier que je n'ai pas encore partagé, mais que j'avais par l'entremise de mes parents, qui était courtier immobilier résidentiel, vendait des maisons. Et à travers tout ça, mon père avait fini par acheter un bloc quand j'étais au secondaire. Et j'ai travaillé aussi dans plusieurs de mes petits jobs d'été. C'était de l'aider dans la gestion de cet immeuble-là, qui était quand même un immeuble prenant, 30 studios dans le plateau. Donc, tu sais, je l'aidais pour plein de choses. Puis, j'avais quand même pas mal déjà d'expérience en gestion d'immeubles à ce moment-là. Fait que Cédric, lui, s'intéressait à l'immobilier à ce moment-là. Il faisait des formations. Puis, on voulait partir d'une business ensemble. C'était pas nécessairement l'immobilier initialement, mais ça a fini par l'être. Et on a démarré ça, on avait autour de 25 ans. Je pense que j'avais 24, il y avait 25. Quand on sortait de l'université et on ne savait pas exactement qu'est-ce qu'on allait faire dans l'immobilier, mais qu'on allait explorer, trouver notre modèle d'affaires.
C'était la niche, la tangente que tu voulais développer au niveau de l'entrepreneuriat. On savait qu'il y avait une business pour nous à quelque part dans l'immobilier. On ne savait juste pas encore laquelle. Mais on savait que les deux, on était motivés, on aimait le challenge, on était prêts à apprendre des nouvelles choses. On n'avait pas fini de s'éduquer, même si l'université était terminée. Et on a décidé de se lancer. Et puis au début, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on allait prendre vraiment beaucoup de café avec des toutes sortes de gens en affaires dans l'immobilier, de toutes sortes de manières, que ce soit des courtiers, que ce soit des gestionnaires de portefeuille, des employés comme des propriétaires d'entreprise. Et ça, c'était une façon pour nous de mieux comprendre l'univers de l'immobilier. Où est-ce qu'il y avait une place pour nous dans tout ça? C'était quoi les opportunités d'affaires? On a rencontré du monde extraordinaire qu'on côtoie toujours aujourd'hui en faisant ça, qui étaient nos mentors au début, qui ont fini par devenir des partenaires ou même des investisseurs. Donc, on a commencé en se disant qu'on voulait devenir développeur. On allait bâtir des belles tours à condos dans le centre-ville. C'était très gros le marché du condo dans ce temps-là. Puis on avait des modèles à ce moment-là qui avaient bâti des grosses firmes, puis étaient partis de rien. Rénover un duplex à bâtir des tours à 100 millions dans une carrière. Puis c'était comme, wow, nous autres aussi, on est capable de faire ça. Là. Let's go, on va trouver comment. Puis de fil en aiguille, on a découvert que les stratégies de portefeuille puis d'accumulation, c'était plus ça qui nous allumait. On a découvert l'actif du multilogement. Ou en fait, moi, j'y suis revenu parce que mon père m'y avait introduit, mais on est revenu vers ça parce qu'on a découvert que c'était une business que tu bâtis autour de l'accumulation. Donc, tout ce que tu accumules, tout ce que tu construis, tu le gardes. Tu ne le vends pas comme une tour à condo. Donc, ce n'est pas quelque chose qui t'a recommencé à chaque fois, mais au contraire, c'est quelque chose qui se multiplie, qui peut avoir une croissance exponentielle. Ça collait plus à notre vision de bâtir une machine. Puis on a toujours trouvé ça trippant, l'idée qu'en business, tu pouvais bâtir quelque chose qui deviendrait autonome, qui deviendrait indépendant de toi éventuellement, que tu pourrais vendre ou garder, mais qui ne dépendrait plus de toi dans la vie de tous les jours. C'était ça la business qu'on avait envie de bâtir. Et la stratégie d'accumulation, bâtir un portefeuille immobilier comme on le fait, ben ça collait plus à notre image de c'est quoi l'entrepreneuriat. Et donc, tranquillement, ça fait 7 ans qu'on a parti Vision Dev, mais c'était long avant de vraiment s'asseoir sur notre modèle d'affaires, notre niche. Mais aujourd'hui, c'est plus clair que jamais. On bâtit un portefeuille multilocatif spécialisé dans les immeubles à valeur ajoutée. Donc, des immeubles avec du potentiel à débloquer, qu'on identifie, qu'on gère, on lève du capital pour faire ces projets-là. Donc, on a toujours eu des partenaires ou des investisseurs dans nos projets. Pour nous, on se disait, même si on avait assez de capital pour faire un projet, on préférait en faire 2, mais avec des partenaires pour croître plus vite. On s'est toujours dit qu'on préfère avoir une plus petite part d'un grand tout qu'une grosse part d'un plus petit tout. D'utiliser, dans le fond, le levier aussi, non? Oui, exact. Puis on aime l'aspect collaboratif aussi. On aime l'idée d'impliquer du monde, de bien choisir l'équipe, puis que l'équipe ait une certaine synergie. Donc, ça faisait aussi partie de notre plaisir de bâtir une business, c'est que ça implique du monde, ça implique d'autres personnes, puis on aime l'espèce d'esprit d'équipe que ça peut créer. Donc, je me suis découvert plus un gars de communauté que je pensais. J'ai tout le temps été un peu plus un loner. J'ai tout le temps aimé mieux faire mes propres affaires, être indépendant. J'avais du mal. Les sports d'équipe, ça n'a jamais été mon thing. Excuse-moi, je te coupe, là, mais c'est parce que j'ai tellement d'informations, puis j'ai plein de questions qui veulent shooter. Mais, ben vas-y. Un peu en monologue. Non, je veux dire, le podcast, tu sais c'est quoi, là, tu veux faire parler ton invité le plus possible. Mais ce que j'ai en tête, c'est... donc, tu es en train de me dire que tu étais beaucoup plus introverti. Est-ce que tu dirais que maintenant, tu es comme un mix d'un intro, d'un extraverti, ou à certains moments, tu es plus introverti, extraverti? Je suis encore introverti en général, je dirais. En général, OK. Ça me tire du jus d'être en groupe. Mais je suis attiré à être en groupe quand même, mais je peux seulement le faire à petite dose. Ça va être, c'est plus facile pour moi si ça va être dans un environnement que j'ai créé. Donc, mon équipe, ma business, mon podcast, c'est plus facile. Mais d'aller sur des stages à l'externe ou d'être invité et tout, je trouve ça plus difficile encore. Puis ça, c'est ma nature. Puis c'est déjà quelque chose que je me reprochais. Puis aujourd'hui, je l'accepte. J'ai appris à me connaître. Puis faut se prendre comme on est.
Ben, tu sais, moi, je te lève mon chapeau juste de voir quelqu'un aussi qui part son projet dans le sens, oui, d'être entrepreneur, c'est impressionnant, mais encore plus, c'est de prendre le temps aussi de développer une communauté, soit ton podcast. Puis, tu as parlé justement, tu sais, c'est important de retenir nos relations, nos collaborateurs, nos partenaires, tu sais. Tu disais d'aller prendre un café, ça part de là, mais tu sais, c'est un suivi constant, tu sais, puis c'est d'entretenir ces relations-là. Les gens, on dirait que ont tendance à penser que c'est souvent juste transactionnel, mais en effet, ça va tellement plus loin que ça. Là. Tu sais, c'est surtout en immobilier, là, c'est du long terme. Là. Complètement. Il y a quelque chose qui est très important pour nous, c'est on a 3 valeurs principales dans notre business. Une d'entre elles, c'est la confiance. La confiance entre nous dans l'équipe, mais la confiance aussi avec les gens avec qui on travaille à l'externe, nos investisseurs, tant que nos fournisseurs. Quand la confiance est là, c'est tellement plus facile de travailler. Tu n'as pas besoin de regarder derrière le monde. Tu n'as pas besoin de vérifier tout. Parce que, évidemment, ça se gagne, cette confiance-là. Au début, tu vérifies tout. Mais quand tu t'entoures d'un monde en qui tu as confiance, c'est beaucoup plus léger. Puis tu peux te concentrer sur tes forces pendant que l'autre se concentre sur les siennes. C'est vrai. Et c'est là que ça devient efficace. Puis j'aime travailler avec du monde en qui j'ai confiance. Puis il y a beaucoup de monde avec qui je n'ai pas travaillé parce que je n'avais pas cette confiance-là. Tant des investisseurs, si mes investisseurs n'ont pas confiance en moi, je n'ai pas envie de travailler avec eux non plus. T'sais. Ça va des deux bords, dans le fond. Ça va des deux bords. Et cette confiance-là se gagne. Donc, comme tu dis, si c'est trop transactionnel, c'est plus dur d'établir de la confiance. Il faut qu'il y ait une certaine relation avant qu'il y ait de la confiance. Mais quand il y a la confiance, c'est donc plus facile. Ça, je pense que c'est beaucoup plus facile. Il y a des gens qui le font authentiquement, de créer des relations puis d'avoir des discussions. Le fait du comment de partir un podcast, par exemple, c'est de vouloir juste apprendre à connaître la personne puis de l'ajouter dans son réseau, que c'est pas nécessairement un client, c'est peut-être juste un collaborateur, quelqu'un que tu vas référer, peu importe. C'est quelqu'un que tu rencontres. Fait que, tu sais, ça vient du comment, du pourquoi de qu'on se lance en affaires aussi. C'est oui, on veut subvenir à nos besoins et faire de l'argent, mais la mission est beaucoup plus grande que juste financier, je crois. Là. Oui, puis c'est comment tu le fais. Le financier drive la business, mais au final, dans la vie, le but, c'est l'argent, c'est un moyen, c'est de vivre une vie qui est plus alignée avec tes buts. Donc, le plus d'aspects possibles de ta business devrait aussi être aligné avec toi, tant le monde avec qui tu travailles que comment tu fais ta business. Donc, ça devient plus facile dans ce temps-là. Tout est plus facile. Revenons un petit peu dans ton background. Là, tu m'as mentionné que ton père était courtier ou il l'est peut-être encore. Et, mon père est encore courtier, oui. Parfait. Ta mère, est-ce qu'elle est en affaires aussi? Elle ne l'est plus. Mais elle l'a été très longtemps. Donc, j'ai grandi avec 2 parents. Ben, c'est ça. Travailleurs autonomes. Je ne dirais pas que c'était ils n'avaient pas d'employés, ils n'avaient pas de business. Quand je te parle de l'image d'une business qui peut devenir autonome, ben, eux, leur pratique dépendait entièrement de eux. Ils n'auraient pas pu. Leurs clients, c'était avec eux qu'ils étaient habitués de travailler. Donc, peut-être que c'était l'exemple que j'ai eu, puis je me suis dit, moi, je ferais différemment. Mais tu t'es toujours, parce que tu avais ton modèle parental de dire, tu sais, 2 parents en affaires à leur compte. Tu te dis, OK, moi, je me vois aussi être en affaires parce que je pose cette question-là parce que des fois, tu peux avoir des fils, des filles, peu importe, qui vont dire, moi, j'ai vu mes parents, tu sais, se travailler à longueur de journée. On sait c'est quoi ma mère est courtière immobilière, tu sais, puis j'ai grandi avec ça, puis tu sais, pour Remax. Puis mon père aussi était initialement courtier, là, il est rendu inspecteur en bâtiment. Mais bref, fait que j'ai grandi dans la réalité que tu travailles quasiment 24/7, tu sais, les fins de semaine, c'est difficile de prioriser le temps familial, tu sais. Fait en tout cas, fait que c'est arrêté de la game en courtage. Fait que je me demande, tu sais, toi, tu voyais ça, tu disais, ouais, moi, j'ai autant d'ambition qu'eux, puis je veux bâtir une Inc. avec des employés éventuellement. Tu sais, c'est un peu ça que tu voulais faire, quoi. Complètement. Puis mon père me l'a toujours dit, bon, c'est un peu simpliste, mais dans la vie, ceux qui font de l'argent, ils ont bien des employés. Il m'a tout le temps répété ça. Maintenant, je prends le message puis je l'interprète. L'idée, c'est qu'il faut que tu bâtisses un système. Il faut que tu bâtisses quelque chose si tu veux faire de l'argent, mais plus que ça. Si tu veux vraiment triper en business aussi. Je pense que, en tout cas, moi, ma façon de triper, c'est de bâtir une organisation. Je trouve ça trippant à bâtir, à voir évoluer. Je trouve ça incroyable de donner des responsabilités à du monde, puis de leur faire confiance, puis de les voir s'épanouir, puis de devenir de plus en plus autonomes dans la business. Tout ça, ça me nourrit autant que la paye au final.
Fait que c'est l'équipe, puis tu sais, on dit souvent la famille, mais c'est un peu ça. Tu sais, dans le fond, Ah ouais. tu es le gagne-pain principal, tu sais, de la personne qui est, puis l'impact est concret sur lui, sur sa famille. C'est super. Évidemment, tu as plus de responsabilités sur tes épaules. Fait que c'est une des raisons pourquoi d'entrepreneurs restent peut-être travailleurs autonomes parce qu'ils veulent pas. Ils sont pas prêts à gérer peut-être ce stress-là ou cette responsabilité-là. Mais il y en a qui le font, puis c'est correct. Je veux pas que les gens qui écoutent le podcast se disent, écoute, un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des employés à sa charge. Le succès, c'est ça. En réalité, le succès, ça peut être un salarié, ça peut être un travailleur autonome, un repreneur, un entrepreneur. Peu importe. Complètement. Moi, je parle du succès pour moi. Exact. That's fine. Pour moi, le plaisir est là-dedans. Je regarde d'autres mondes avec moi qui évoluent dans l'immobilier, qui ont commencé en même temps que moi, puis qui ont bâti des beaux parcs pour eux. Ils n'ont pas d'employés. Tout est automatisé, tout est simplifié. Puis leur but, c'est pas de bâtir une grosse organisation. Leur but, c'est d'atteindre l'indépendance financière, d'être libre de leur temps, puis de pas être badré par leur organisation. Moi, ça me fait plaisir de la bâtir. Ça me fait partie de ça me nourrit. Donc, le succès, c'est de vivre l'expérience que tu as envie de vivre, tu sais. Puis si ça n'inclut pas des employés, ben ça n'en inclut pas. Puis si ça en inclut, ben, c'est pas... Au final, c'est au service de ta vision, au service de de ta création d'une vie meilleure, tu sais. Je vais te poser une question par rapport à ton partenariat avec Cédric, de se lancer en affaires avec un partenaire. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se questionnent à savoir si je veux me lancer en affaires avec quelqu'un, justement. C'est quoi les bonnes questions à poser? Évidemment, le contrat d'actionnariat qui est important aussi, la vision, les tâches, tout ça. Et comment a été cette discussion-là? Comment ça a été fait pour vous deux? Donc, ça s'est fait un petit peu naturellement parce que Cédric et moi, on se connaissait depuis des années en affaires. On était chacun franchisé en parallèle, chacun dans nos territoires. Éventuellement, Cédric est devenu le vice-président pour toute la région du Québec. Et donc, c'était rendu mon coach techniquement. C'est lui qui suivait ma propre franchise puis qui m'encadrait là-dedans. Nice. Donc, on se connaissait de façon assez intime en business. On s'est vu dans nos bons moments, dans nos mauvais moments pendant des années. On a vu comment l'autre réagissait quand ça allait pas bien, comment il prenait ses décisions, c'était quoi ses triggers, etc. Donc, on n'a pas fait ce devoir-là de s'étudier avant de décider d'aller en affaires ensemble parce qu'on l'a fait sur des années. Incroyable. Puis pour nous, c'était... À ce moment-là, on s'est dit que c'est une bonne idée de le faire. Puis on est complémentaires d'une certaine manière. Puis, mais ça s'est fait organiquement, je te dirais. OK. Puis, s'il fallait que je conseille à quelqu'un d'être en partenariat ou pas, je dirais fais très attention. On est chanceux que ça se soit bien passé. OK, on est chanceux que ça se soit bien passé, que ça se soit fait comme ça, parce que c'est touché des partenaires. C'est un bébé, hein, une business. Exact. C'est un enfant, puis cet enfant-là, tu vas l'élever selon tes valeurs, ta vision, puis il peut vite y avoir des clashs sur comment est-ce qu'on élève un enfant, tu sais. Et il faut bien choisir son partenaire, tu sais, c'est important. C'est fou, puis tu sais, je vais faire du pouce là-dessus parce que c'est fou comment, juste en décrivant une relation d'affaires, c'est autant comme une relation amoureuse, tu sais, que de se lancer avec quelqu'un, un partenaire de vie. Je veux dire, il y a des finances qui sont mêlées, puis là, on parle de l'enfant, mais l'enfant, ça peut être le parallèle de l'entreprise. Tu sais, au tout début, ça peut être excitant, puis tout est beau, la phase de lune de miel. Puis après, le premier problème arrive, il y en a un qui répond pas comme tu pensais qu'elle allait répondre, puis là, tout pète. Un clash de valeurs, tu sais, comme je pense qu'il y a beaucoup de réalité. Tu sais, c'est glamour de dire, OK, je me suis parti avec un partenaire, on veut bâtir ça, on a une grosse vision, ça va être plus facile aussi, mais attends, là, tu sais, c'est le fun que toi, tu as pu faire ça en amont initialement avec Cédric. C'était pas voulu, tu sais, ça a donné comme ça. Puis si ça n'avait pas été le cas, ben, tu sais, ça aurait été plus risqué. Donc, c'est important de bien peser les pour et les contre, de faire un partenariat, puis d'essayer de prendre conscience dans tout ça s'il n'y a pas des peurs cachées ou des fausses croyances qu'on se met à croire qu'on a besoin d'avoir un partenaire. Il faut que ça soit pour des très bonnes raisons, là. Je vais te poser une question un petit peu plus mindset entrepreneurial.
Qu'est-ce que tu as appris sur toi en te lançant là, dans ta première année en affaires? Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Ben, je sais pas si c'était dans la première année, mais Dans les j'ai débuts, découvert peut-être? qu'une de mes forces, c'était la vision. Je pense Ouais. que quand, quand j'ai une vision, elle est très, très claire, très, très forte. Et à ce moment-là, il y a beaucoup d'énergie qui se crée en moi. Et, et ça va, j'ai tellement d'enthousiasme derrière ma vision parce que je la vois tellement clairement que je vais embarquer le monde. Puis le monde va me suivre. Puis ça, je pense, c'est une force c'est une de mes forces. Puis je l'ai découvert en faisant tout ça parce qu'au fur et à mesure que j'ai eu des moments de flash, ben, mon Oui. partner embarquait, les investisseurs embarquaient, ou comme ça crée un momentum. 100%. Donc, ça, c'est une force que j'ai découvert que j'avais. Ben, et puis je pense que c'est une des qualités d'un bon leader aussi. C'est d'avoir une vision. Je pense que c'est pas pour rien que tu as choisi ce nom-là aussi. Là. Tu sais, non, mais d'avoir une vision de lancement d'une entreprise, comme on a parlé tantôt, du court terme versus du long terme, ben, c'est un peu le long terme. Tu sais. Puis, je sais pas, au niveau d'énergie puis de la vibe, je crois à ce que tu dis, puis tu sais, d'embarquer des gens, puis c'était quand même une qualité, c'est un soft skills qui est inné là, pour certaines personnes. Certaines personnes ne l'auront pas, qui sont peut-être un petit peu plus dans le technique, which is fine. Ça me revient à cette question-là. Les tâches respectives de toi et Cédric, ça ressemble à quoi dans l'entreprise? Bon, tu vois, un autre truc que j'ai découvert dans tout ça, c'est que ma force n'est pas dans l'administration, dans la gestion, dans l'exécution. Yep. Je pensais que j'étais bon là-dedans. Je me débrouillais, je l'ai toujours Ouais. fait. J'ai géré ma propre business tout seul avant, puis j'avais mes 15 employés, puis ça en était de la gestion pas à peu près. Puis je réussissais à le faire, donc je pensais que j'étais bon là-dedans. Ouais. Mais j'ai découvert que c'était pas là ma force, c'était pas là c'est pas là où j'ai le plus d'énergie à donner. Et je me brûle vite là-dedans, puis mon partner, non. Mon partner, il est bon là-dedans. Mon partner, ça l'allume. Il est bien organisé, il échappe à rien, il pense Ouais. à tout, puis il est clutch, tu sais, dans ces choses-là. Puis, fait que tranquillement, on s'est séparé la business, puis lui a pris de plus en plus de rôle de la gestion de l'entreprise, jusqu'à un point où il a quasiment tout pris la gestion de la business. Parce que là, on a une équipe, il est capable de déléguer à d'autres mondes, fait qu'il n'est plus tout seul à gérer ça, mais ça demeure sa responsabilité beaucoup plus qu'à moi. Où est-ce que là, finalement, ben, on aime dire, tu me posais la question un peu comment est-ce qu'on se partage les responsabilités. J'aime dire, moi, je m'occupe du futur, lui s'occupe du présent. Ah, c'est insane. OK, j'aime ça, I write that down, parce que c'est tellement bien dit, concret. Là. Je pense que ça reflète bien comment est-ce qu'on se split la business. Évidemment, je travaille beaucoup dans le présent, puis il travaille sur le futur avec moi. Là, mais s'il fallait un peu distinguer nos deux rôles, là, ce serait ça. Parce que je suis tellement allumé par des visions, puis je vais tout le temps être en train de travailler sur ce qui s'en vient, plus que sur. Puis j'ai plus de fun à travailler sur ce qui s'en vient. Je suis un rêveur, je suis dans ma tête pas mal plus, puis ça me tente pas de gérer ce qui se passe en ce moment parce que je l'ai déjà visionné. C'est beau. Puis j'ai une question aussi à la fin du podcast que je vais te poser, c'est par rapport à la vision long terme, tu sais, tes objectifs. Je suis curieux, Léo, mettons je te mets dans un contexte, dans un souper de famille. Comment est-ce que tes parents, tes oncles, tes tantes te perçoivent? C'est quoi le genre de discussion qu'ils ont, les questions qu'ils ont? Est-ce que tu vois qu'il y a comme une perception qui est différente, étant donné ton succès? Merci. Le succès, on le bâtit tranquillement. Je ne peux pas dire que c'est fait, mais on travaille fort pour y arriver. Là. Mais ce que je remarque, c'est que le monde trouve qu'on travaille vraiment fort. Comme, wow. OK, ouais, tu travailles fort, Puis, tu réussis. c'est pourtant, comme, je veux dire, il y a du monde qui font pas mal plus d'heures que moi dans la vie. Tu sais, comme je te disais au début, j'ai une petite famille. J'ai tout le temps eu plein des intérêts en dehors de la business que j'avais besoin de satisfaire. Sinon, je me brûle. J'ai besoin de toucher un peu à tout parce que si je suis tout le temps sur la même chose, je perds vite cette espèce de vision-là et d'inspiration. Donc, j'ai besoin de sortir constamment puis d'aller m'inspirer. Fait qu'au final, j'ai tout le temps, c'est fait partie de nos valeurs à Ced. Puis moi, de prendre nos fins de semaine, d'être là le soir avec nos familles. Puis donc, je comprends. Le monde pense que je travaille super fort, mais au final, je fais mon 9 à 5 pas mal, lundi au vendredi. C'est pas, je pense pas, c'est ça, je pense qu'il y a la vision des gens qui sont peut-être pas en affaires, ils vont voir peut-être
un entrepreneur ou une entreprise vont dire, OK, sûrement que le propriétaire travaille d'arrache-pied, puis c'est vrai, là, je pense, dans les débuts, mais à un moment donné, je pense qu'on arrive à mettre des certains guidelines, puis des barèmes à respecter au niveau de ses heures, dire, écoute, moi, mes week-ends, je veux les garder, tout ça, mais c'est pas nécessairement de travailler fort qui égale un succès. Je pense que c'est de travailler intelligemment, d'être efficient, puis justement, c'est le fun quand tu as un partenaire qui est efficient dans telle tâche, puis toi, tu es efficient puis de reconnaître ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est toujours une question que je pose, tu sais, des fois, ça peut être intéressant, surtout que je sais pas, tu sais, l'environnement global de ton entreprise, l'environnement global de ta famille, à savoir, tes parents sont en affaires, mais de la famille éloignée, est-ce qu'ils sont en affaires aussi, là? Fait que, en tout cas, c'est une bonne question par rapport à ça. Parlons un petit peu d'un prochain sujet, à savoir ton podcast. Développons là-dessus. Pourquoi partir un podcast? On va commencer pour ça. Quand j'ai pris la décision de lancer le podcast, c'était plus pour servir ma business, carrément. Je cherchais des manières de faire du marketing, je cherchais des manières d'augmenter le rayonnement de l'entreprise. J'avais entendu un gars, Bridger Pennington de Fund Launch aux États-Unis, je ne sais pas si tu le connais, mais non, je ne connais pas. Il disait, tu sais, c'est vraiment le fun, tu es dans un meeting, dans un événement de réseautage, dans un souper de famille, puis tu rencontres quelqu'un de vraiment fortuné, puis tu aimerais l'avoir comme investisseur éventuellement ou faire de la business avec. Sure. C'est quoi tes options? Tu sais, tu peux sortir la carte du mentorat. Tu sais, hey, j'aimerais ça aller prendre un café avec toi, puis, tu sais, pick your brain. Tu sais. Ouais, mais des fois, les gens, ils veulent, des fois, ils ne veulent pas. D'avoir la deuxième carte, c'est carrément d'être upfront. On préfère de la business ensemble. Voici ce que je fais dans la vie. Ouais. Ou la troisième carte, c'est j'ai un podcast. Puis tu as vraiment un parcours intéressant. Ça te tenterait-tu de venir le raconter pour la prochaine génération, tu sais, venir partager? Alors, là, il disait, c'est cool d'avoir cette carte-là. C'est une façon d'entrer en contact avec les gens qui est différente. Puis ça m'avait vraiment allumé, tu sais. Puis je me disais, wow, tu sais, dans ma business, ben, je cherche toujours des nouveaux investisseurs. J'aime la business, j'aime les entrepreneurs. Fait qu'une bonne carte pour approcher des gens qui ont du succès en business, ça serait d'avoir mon podcast. Et d'un autre côté, ben, j'écoute des podcasts d'entrevues, ça fait 10-15 ans. J'ai commencé avec Tim Ferriss, puis j'en ai écouté je ne sais pas combien de milliers d'heures, probablement, là, à date de podcast. Ça m'a tellement formé. Puis je le trouve tellement chanceux d'avoir ces conversations-là avec tout ce monde intéressant-là, puis de garder contact, parce que je parle de Tim Ferriss en exemple, mais il raconte tout le temps tout ce qu'il fait avec ce monde-là. Après, là, comme il reste en contact avec, ça devient son tribe, ça devient sa tribu, tu sais. Fait que ça, plus le côté plus utilitaire de la chose, je me disais, il faudrait qu'on parte un podcast. Et au début, ben, j'ai été un peu plate pour mon partner, mais j'ai dit ça va être mon podcast. Est-ce qu'il y a eu pas une chicane, mais un conflit? Non, mais il était déçu. Je pense qu'il aurait aimé ça. Il aurait aimé ça être en trio. Il aurait aimé ça faire partie du podcast, mais c'était mon bébé. Ça me tentait comme ça. On fait tout ensemble. Ton projet perso. Mais ça me tentait d'avoir ce projet-là, puis de pouvoir poser mes questions, puis choisir mes invités, puis avoir la liberté là-dessus. Petite parenthèse par rapport à ça, j'ai eu l'expérience de faire des entrevues en co-animateur. Fait que d'avoir une co-animatrice, j'en ai fait quelques tests, puis des fois, c'est difficile peut-être de se lancer la balle à savoir qui pose la bonne question, il y a comme cette dynamique-là qui est différente que quand tu es en solo comme on fait aujourd'hui. Puis je comprends parfaitement de vouloir de le faire en solo. Là, je pense qu'il y a une connexion aussi qui est plus pertinente directement un à un. Là. J'aime le one-on-one. J'aime aller prendre un café one-on-one avec quelqu'un aussi. C'est pas pareil. C'est ça. C'est pas la même chose. C'est pas comparable. Mais OK. Mais c'est cool. Puis je me demande aussi l'impact. Évidemment, tu as agrandi ton réseau de contacts. Potentiellement, tu as eu peut-être des partnerships à travers ça. As-tu d'autres impacts que tu veux mentionner qui est sorti de ce podcast-là? Ben, les rencontres. Évidemment, c'est le plus que le monde que tu invites sur ton podcast sont sharp et passionnés, ben, le plus tu as des conversations incroyables. Puis j'ai eu plein de conversations incroyables sur le podcast. Puis ça, on dirait que vu que tu vas prendre un café avec quelqu'un, ça peut devenir assez deep comme conversation. Mais là, on dirait que vu qu'on se donne la peine d'enregistrer tout ça dans le studio, il y a quelqu'un qui est dans la salle avec nous pour, le monde se force, le monde se donne la peine. Tout le monde va écouter ça. Donc, ça va, il y a comme un effort supplémentaire de vraiment aller au fond des choses puis de sortir quelque chose d'intéressant. Et ça a créé des moments, j'ai l'impression,
que si c'était pas dans un podcast, ça serait pas arrivé cet échange-là. Puis j'ai eu des conversations super tripantes. Puis je suis vraiment content de le partager. Puis maintenant, quand je croise du monde qui me disent qu'ils écoutent mon podcast, puis Exact. ça me touche tellement, je suis tellement fier de ça. Ben, c'est le fun, c'est que tu te dis, hey, j'ai pris le temps d'écouter mes épisodes de 1 heure, tu sais, mettons. C'est comme, tu sais, merci de prendre ce temps-là, puis de t'intéresser, puis de vouloir participer, de partager la mission. C'est un peu ça pourquoi on fait le podcasting. C'est vraiment intéressant. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui voient ça négativement, des gens qui se lancent à leur podcast parce qu'il y a beaucoup de noise, il y a beaucoup de gens qui se lancent, qui arrêtent après, je sais pas, une dizaine d'épisodes, puis après, ben, c'est laisser aller parce qu'évidemment, tu sais, c'est quoi, là, il y a des coûts là, reliés à ça, en temps, en énergie, en argent. Fait que, encore comme une entreprise, il faut avoir une mission et une vision long terme de ça, tu sais, puis de voir, ben, pourquoi je fais ça, tu sais, c'est quoi le but, essentiellement. Complètement. Nice. Excuse-moi, je vais. Ben non, c'est super cool. Pour la prochaine année qui s'en vient, le 2026, est-ce que tu as des projets concrets que tu veux amener, des nouvelles phases pour ton podcast, la Vision Dev? As-tu des invités aussi que tu aimerais approcher, un petit scoop, là, des gens que tu disais, ça, il faut absolument que je les approche. Je suis vraiment fan de Luc Poirier. Ça fait longtemps que je le suis. Puis, bon, sur mon podcast, à la fin des épisodes, souvent, je vais demander à mes invités s'ils veulent bien nominer quelqu'un. Je me dis, c'est une façon de faire agrandir le réseau. Je me dis, si j'aime la personne qui est venue sur le podcast, puis je l'ai choisie, probablement qu'elle a quelqu'un d'intéressant à me référer. Puis je me dis, c'est une façon d'agrandir mon réseau de manière inconnue, puis de vraiment comme sortir de mon cercle. Et la semaine passée, ou il y a 2 semaines, Cédric m'a interviewé sur mon propre podcast. Ah, OK, ça, c'est une occasion de me présenter. On est rendu à l'épisode comme 35, mais il dit ça serait le fun de le faire. Puis, il y a du monde qui ne doit pas me connaître tant que ça, qui écoute le podcast, mais qui ne savent pas, moi, c'est quoi mon background. Donc, on a décidé de faire ça. Fait que j'ai eu la chance de nominer quelqu'un à la fin, puis j'ai nominé Luc. Parce que c'est tout un visionnaire. Ouais. Ça m'impressionne vraiment à quel point il est capable de voir des choses que personne ne voit. Puis, fait que bref, Luc, Olivier Primo, du monde qui ont des gros impacts. Que tu sois d'accord ou pas avec les impacts qu'ils ont, ils brassent beaucoup de choses. Donc, j'aime le monde qu'on voit. Oui, t'aimes le monde qu'on voit, tu as dit? Ils ont une voix. Pour une voix. Tous ces gens-là aussi, il faut faire un lien. Je pense que les gens qui sont successful en réalité, qui ont un impact, puis c'est drôle parce qu'il y a des entreprises privées puis des personnalités publiques, mettons, qui ont un plus gros impact que des gouvernements. Fait que c'est quand même très cool de voir ça quand on parle de Luc Poirier, d'Olivier Primo, Nicolas Duvernois, François Lambert, des gens comme ça. C'est super impressionnant. Puis c'est le fun de montrer que c'est québécois. C'est fait ici, on développe ça. Puis je pense que pour le long terme, d'investir dans l'immobilier, c'est un autre sujet que je voulais parler avec toi, là, mais on manque de... C'est quoi le terme? En tout cas, il n'y a pas assez de maisons qui se font bâtir, il n'y a pas assez d'appartements, il n'y a pas assez de real estate pour aménager les gens qu'on a ici. Fait que je me demande pourquoi, selon ton humble opinion, qu'est-ce qui se passe là, dans le marché de l'immobilier, dans le développement, là, précisément, pour que ça soit aussi lent? Qu'il n'y a pas une assez grande capacité en ce moment. C'est vraiment beaucoup de choses en même temps. C'est les coûts de construction, c'est les temps que ça prend pour obtenir un permis, surtout à Montréal. C'est pour ça que ça se construit beaucoup plus en région qu'à Montréal. C'est très difficile de construire à Montréal. Il n'y a plus de terrain. Il faut que tu bâtes, il faut que tu démolisses. Puis démolir quelque chose à Montréal, c'est extrêmement difficile. Tout est protégé. Donc, ça crée beaucoup moins de disponibilité de terrain, ce qui fait exploser le coût des terrains disponibles. Ça vient tuer la faisabilité des projets, du moins dans une vision moindrement sociale. Sinon, on va se retrouver avec beaucoup d'offres qui est juste très cher. Puis, en ce moment, il ne manque pas de logements, il manque de logements abordables. Il y en a en masse des logements. On a de la misère à les louer, les appartements en ce moment. Ça fait 1 an que les loyers se talent à Montréal. Moi, je parle de Montréal surtout, c'est mon marché. Sur l'île, là, tu parles de l'île, là? Ouais, exact. Je parle de l'île, ou le Grand Montréal même, les gens vont donner des mois de loyer gratuits là, pour louer leur logement. Fait que des logements neufs ou des logements rénovés, des logements comme dans les plus hautes sphères des prix de logement, il n'en manque pas.
Ce qui manque, c'est des logements abordables. Puis, Fait que c'est des prix fait que c'est pas vraiment la quantité de logements comme ça, c'est vraiment le prix qui n'est pas accessible. OK, je comprends. OK. Donc, je pense pas qu'on a un problème d'immobilier, je pense qu'on a un problème juste de pouvoir d'achat. Ouais. Okay? L'inflation a juste appauvri les Québécois, les Canadiens. Ouais. C'est plus un problème d'économie macro que d'immobilier, de la manière que je le comprends. Là, c'est vraiment, là, on parle des hautes sphères, là. On parle de l'économie à l'échelle du pays au complet, Banque centrale, etc. Selon moi, de ma compréhension, puis je ne suis pas un expert en économie, j'essaie de démêler tout ça puis de le comprendre, je m'y intéresse, mais c'est pas facile à comprendre d'où vient c'est quoi les influences, c'est quoi les leviers, c'est qui touche à ces leviers-là, comment ça fonctionne, pourquoi. C'est pas facile à comprendre, mais de ce que je comprends, je parlais avec mon père récemment, il a acheté sa maison au début des années 90, sans dire combien il gagnait puis combien il a payé la maison. Il avait payé la maison avec deux fois sa déclaration de cette année-là. Le prix qu'il a payé la maison représentait 2 fois la déclaration qu'il avait faite cette année-là de revenus. On est à des années-lumière de tout ça. On l'entend, les histoires de monde qui étaient à leurs affaires. C'était pas nécessairement des gens avec des gros salaires, mais ils étaient à leurs affaires avec leur budget, puis en 7 ans, la maison était repayée. Là. En 5 ans, la maison était repayée. Aujourd'hui, ça n'existe plus de ça. Là. Donc, par rapport au coût de vie, puis surtout au coût de l'immobilier, les salaires n'ont pas suivi. Je m'amusais sur ChatGPT l'autre jour à faire les calculs. OK. L'immobilier avait décuplé en prix en 30 ans. Je ne sais plus si ça avait fait sur 25 ans ou 30 ans ou même 20 ans peut-être, mais peu importe. Sur la même période de temps, l'immobilier avait fait x3. Je ne vais pas mélanger les chiffres. L'immobilier avait fait x3. OK. Puis sur la même période de temps, le revenu moyen canadien avait seulement augmenté de 30 %. Okay. Clairement, il y a peut-être un problème. Ça rend ça un peu difficile de se loger. Là. Puis ça s'en va, l'écart se creuse. Puis au même, je prenais un exemple d'une Dodge Caravan, voiture familiale bien standard, il y en avait il y a 20 ans, elle est encore pareille. Elle aussi, elle avait fait x3. Mais les salaires de la personne qui a bâti, qui travaille dans le shop, qui est construit, avaient seulement monté de 30 %. Ben, c'est fou. C'est fou parce que le discours qu'on a, puis je suis dans cette génération-là, je n'ai pas encore d'actifs immobiliers. On recherche potentiellement d'acheter un duplex, là, mais c'est comme les salaires ne suivent pas. Quand tu te rends compte que les gens en moyenne font 50-60 000 par année, un couple à deux fait 100 000, 120 000, puis même là, c'est difficile de se qualifier pour un achat, mettons, à Laval. Un jumelé, genre à 700 000, 650 000. Fait que c'est déconnecté. Puis je pense depuis la pandémie 2020, là, ça a complètement explosé. L'inflation a explosé aussi. Ça n'a pas aidé. Puis le discours qu'on en reçoit si on prend la génération peut-être, je ne dirais pas Gen X, là, mais boomer, c'est moi aussi, mes taux d'intérêt étaient élevés. Il fallait mettre plus de cash down et tout ça. Fait que ça revient au même. Mais pas nécessairement, là. Pas nécessairement. Non, parce que si tu fais la comparaison entre le revenu moyen de cette époque-là et le prix moyen pour acheter, hypothèque ou pas, là, on n'est pas du tout dans les mêmes ratios qu'aujourd'hui. Oui, c'est un peu décourageant, puis je veux pas que le podcast soit démotivant, mais c'est de voir la réalité en ce moment. C'est réaliste. Je crois qu'il y a des solutions. Il faut être en notre affaire. Notre génération, faut être plus sophistiqué. Il faut bien gagner notre vie. Il faut s'arranger pour bien gagner notre vie. On n'a pas le choix. Sinon on est très appauvri par le coût de la vie. Ouais. Et je crois qu'évidemment, on est beaucoup plus dans la consommation à grande échelle, partir en voyage 3 fois par année, un nouveau cellulaire à chaque année. Puis après, ben oui, je pense qu'il y a des réponses là-dedans. Comme, regarde un peu tes dépenses. Est-ce que tu es capable de mettre beaucoup plus d'argent dans ton cellulaire pour donner un coup de pouce? Ça faut être à notre affaire. On n'est pas à plaindre quand même. On vit dans une belle société qui est assez juste,
qui est très démocratique, qui a tous les problèmes qu'elle pourrait avoir, mais moi, en tout cas, j'ai pas envie de me plaindre. Par contre, si on se compare avec d'autres générations, on réalise Ouais. qu'on n'a pas le coup de pouce, on n'a pas le même genre de coup de pouce, point de vue, devenir propriétaire, tu sais. Mais, regarde, on s'arrange. Puis, Toi qui regardes ça à 32 ans, as-tu comme des idées, des solutions que tu aimerais mettre en place? Mettons que tu avais une baguette magique, tu dirais ça pourrait impacter grandement peut-être notre pouvoir d'achat, valoriser peut-être la valeur de notre dollar, tu sais, comme aider le développement immobilier. en tant qu'individu ou en tant que En tant que, société? en tant que société, peut-être de mettre des lois qui vont impacter à grande échelle ou tu sais, de l'aide ou peu importe, mais peut-être aussi d'avoir la perspective de l'entrepreneur tu sais, qui peut financer ce genre de projet-là. Fait que, un petit mélange de ça. Honnêtement, je pense que le problème est au point de vue de qu'est-ce qu'on imprime comme argent. OK. Puis ça, on l'entend beaucoup, puis je le Ouais. comprends de plus en plus, l'impact que ça a eu, tout ce qu'on a imprimé dans les dernières. Je pense que tout a commencé de ce que je comprends quand on a déconnecté le dollar américain du standard d'or, le gold standard. OK. Du moment où ça s'était déconnecté, c'était comme une passe, un free pass pour imprimer autant d'argent que les Américains voulaient. Mais on s'entend au Canada, on n'a pas le choix de suivre les politiques monétaires des États-Unis. On n'a pas le choix, on a trop une petite économie pour se permettre d'être indépendant sur nos politiques monétaires. Donc, on suit les États-Unis. Je comprends. Et les États-Unis ont imprimé énormément d'argent parce que le dollar américain était tellement fort, le pétrodollar, à cause que le dollar était la monnaie d'échange pour le pétrole à travers le monde, il était intouchable. Il pouvait imprimer autant d'argent qu'il voulait sans perdre la puissance du dollar. Et ça a provoqué énormément d'inflation. Puis au Canada, on n'a pas le choix de suivre les politiques monétaires, donc on a imprimé énormément d'argent aussi. Mais nous, ça fait l'effet inverse, un peu, non? Puis en créant de l'inflation, c'est une façon de réduire des dettes. Parce que si ta dette est 1 milliard, mais que tu crées énormément d'inflation, soudainement, 1 milliard, c'est moins que c'était. Ouais. Donc, c'est une façon de s'éloigner de ce que je comprends. C'est une façon de rapetisser ses dettes. Donc, on parle de des sphères qu'on ne contrôle vraiment pas et sur lesquelles on peut avoir très, très peu d'influence en tant que citoyen, même en votant. C'est un peu décourageant de voir le pouvoir que les banques centrales ont sur notre pouvoir d'achat en tant que citoyen. Puis, donc, je pense que c'est plus au niveau individuel de se prémunir de ces genres de décisions-là que les gouvernements vont prendre ou que les banques centrales vont prendre en investissant dans des actifs qui sont à l'abri de l'inflation, comme l'immobilier. Encore une fois, ce n'est pas des conseils d'investissement. Moi, je n'ai pas les licences pour donner des conseils en investissement. Donc là, on parle d'investissement ici. Mais de ce que je lis, de ce que je comprends, l'immobilier, on le sait tous, c'est un bon abri pour l'inflation. Quand on regarde l'immobilier qui a fait x10, c'est pas l'immobilier qui a fait x10, c'est nous qui se sont approuvés x10. Puis l'immobilier a juste maintenu sa valeur. Ouais, je pense que je veux dire, c'est la valeur du dollar finalement qui a diminué, mais les propriétaires n'ont pas fait turns out que là, ça vaut 800. Non, c'est ça. Right? Ça fait beaucoup de sens ce que tu dis. Puis évidemment, là, on regarde l'échange US-canadien, on se fait détruire. Là, en plus. En plus, le Canada, quand je dis suit les États-Unis, il ne les a pas suivis parfaitement, puis c'est appauvri par rapport aux États-Unis. Donc là, en plus, on a ce désavantage-là. Donc, je pense que c'est plus à titre d'individu qu'on veut venir se protéger. Et j'ai un petit peu étudié le Bitcoin dans la dernière année pour comprendre que c'est un autre potentiel valeur refuge, puis que tranquillement, on le reconnaît, puis de plus en plus de monde le reconnaissent. Il y a du monde qui ont mis des milliards de dollars là, dans le Bitcoin pour justement se protéger de l'inflation et des gouvernements, parce que le Bitcoin, en plus, n'est pas un actif saisissable par le gouvernement. Il n'est pas sur la juridiction du gouvernement comme un bâtiment sur lequel tu peux mettre des taxes. Tu peux mettre des taxes sur ton gain en capital, tu peux contrôler l'actif en tant que gouvernement, tandis que le Bitcoin est comme indépendant puis il flotte. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui se dirige vers le Bitcoin parce qu'ils regardent les politiques monétaires à travers la planète en ce moment et elles ne sont pas à l'avantage du consommateur. Donc, tu veux venir te réfugier. Trouve ton refuge. Mais fais attention à ça en tant qu'individu.
Moi, c'est ce que je comprends, c'est ce que je lis. Encore une fois, c'est pas mes conseils, mais c'est plus mes lectures en ce moment. Est-ce que tu dirais qu'on pourrait faire le parallèle entre investir dans de l'or et investir dans un Bitcoin? C'est de placer notre argent là-dedans. Est-ce que c'est un marché qui est semblable un peu? Mais tu sais, comme j'entendais, si l'or, la valeur de l'or décuplait demain matin, on en minerait plus. Right? En ce moment, il y a de l'or partout sur la planète qui n'est pas miné parce que la valeur de l'or n'est pas rendue assez haute pour justifier de le miner. Ce qui fait que c'est beaucoup plus volatile encore qu'une monnaie comme le Bitcoin ou qui aurait un max. C'est pour ça que le Bitcoin, en théorie, est si intéressant, c'est que tu ne pourras plus le miner plus. Il y a vraiment 1 million, qui est le maximum d'unités qui peuvent être en circulation, ça devient un vrai refuge parce qu'il ne peut plus y en avoir d'autres. Contrairement à l'or. L'or aussi, il y a pas de limitation. Mais tu sais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oui, je comprends. C'est beaucoup plus limitatif là, au niveau du Bitcoin. Il y a d'autres crypto-monnaies, mais si on prend l'Ethereum, là, par exemple, mais ça, c'est des monnaies qui se créent aussi. Il n'y a pas de limite comme le Bitcoin. Donc, c'est une monnaie. Ouais. Le Bitcoin, c'est un actif, c'est pas une monnaie. De ce que je comprends, il y a une distinction à faire ici. Right. Puis, ça ne devrait pas être considéré comme une monnaie. Ouais. C'est la distinction avec toutes les autres crypto-monnaies. C'est ce que j'entends. Mais je ne suis vraiment pas un expert, je n'ai pas plein de Bitcoin. Mais je me rassure en me disant, moi, j'ai investi beaucoup dans l'immobilier, par contre. Parce que ça, tu le sais que c'est prouvé par l'histoire. Le temps, l'histoire, que c'est un des meilleurs investissements stables, disons. Oui. Parce que c'est difficile d'en faire plus. Tu ne peux pas en imprimer des trilliards par année comme les monnaies. Oui. Je pense que pour un jeune qui nous écoute, là, qui est un jeune en affaires ou un jeune professionnel, tout simplement, là, qui dit hey, moi, je placer mon argent en bourse, économiser pour mettre ça dans un bloc. Je pense qu'il y a deux discours qui peuvent être intéressants parce que quelqu'un, évidemment, quand tu as la gestion d'un bloc à avoir au personnel, il faut que tu gères tes locataires aussi, les réparations, tu as beaucoup plus de responsabilités versus placer ton argent dans des stocks options. Fait comme il y a différentes options, mais tout ça, je pense que c'est une bonne stratégie pour être bien aligné financièrement, du moins pour faire des achats qui font du sens pour avoir des actifs éventuellement. Il faut voir l'inflation comme étant beaucoup plus grande que ce qui est publié. On parle des 2, 3, 4 d'inflation. C'est pas vrai. C'est du moins l'inflation. Qu'est-ce qui a été mis dans ce panier d'inflation-là va faire beaucoup varier le pourcentage. L'immobilier ne fait pas partie du panier de l'IPC. Et pourtant, c'est une grosse partie de ce qu'on dépense à chaque mois. Si on rajoutait l'immobilier dans l'indice du prix à la consommation, dans le panier, le fameux panier, si on rajoutait ton loyer là-dedans, l'inflation a été pas mal plus que 2-3 dans les dernières années par année. Là. Donc, si tu veux rester à l'abri de l'inflation, il faut que tu vises du 10 en montant là, sur la prise de valeur de ton patrimoine pour rester au-dessus. Là. Parce que tout ce qui est au-dessus de la réelle inflation, parce qu'il faut inclure l'immobilier là-dedans. Là. C'est ça que les gens, je pense, ne comprennent pas. Puis c'est la valeur, mettons, d'avoir un professionnel, on parle d'un conseiller en sécurité financière, mais qui va placer ton argent, puis qui va faire évoluer cet argent-là plutôt que de le garder, la mentalité de le garder en dessous de son matelas, ou dans son compte chèque, dans son compte épargne avec 0,5 comme cet argent-là ne fait pas dormir. Plus tu en mets, plus tu en perds, essentiellement dans tes achats. Fait que, de l'argent, c'est une monnaie, c'est pas un actif. Il faut mettre son argent dans des actifs. Léo, on arrive vers la fin de l'entrevue. Je vais te poser les 3 dernières questions, à savoir, je t'ai parlé des objectifs que tu vas avoir pour ton podcast. Parlons un petit peu des objectifs de Vision Dev pour l'entreprise. Est-ce que tu as un KPI ou des choses que tu veux aborder en 2026? Là? Donc, nous, notre KPI principal, c'est notre actif sous gestion. Okay. Donc, on a acheté pour près de 30 millions de dollars d'actifs depuis nos débuts. On en a revendu depuis. Mais notre but, c'est d'atteindre un actif sous gestion pas vendu. Là. Tout ce qu'on a sous gestion à ce moment-là, de 100 millions pour 2028.
L'année prochaine, notre target, c'est de 15 millions d'actifs d'acquisition, de nouvelles actifs sous gestion. Donc, on parle de un peu moins d'une centaine de portes acquises. Il va y avoir évidemment aussi toute l'optimisation du portefeuille actuel qui va venir participer dans la création de plus de dollars sous gestion. Mais ça, c'est notre objectif principal. Et de toujours se rapprocher de notre vision de produits financiers le plus accessible possible. En ce moment, seulement des investisseurs qualifiés peuvent investir avec nous. Mais un jour, on aimerait ça descendre cette barre-là aux investisseurs éligibles qui touchent une beaucoup plus grande part des Québécois et des Canadiens, puis éventuellement que les gens puissent investir leur CELI, leur REER dans nos produits financiers, ce qui n'est pas complètement impossible à atteindre, là. On n'est pas si loin que ça. On étudie ça depuis plusieurs années, donc on s'enligne vers ça. Donc, c'est de faire un pas de plus l'année prochaine vers cette réalité-là. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour te contacter, pour investir avec toi ou collaborer sur des projets? Écrivez-moi. Écrivez-moi, je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook. On me trouve sur notre site web à visiondev.ca. Excellent. Ouais. Merci d'avoir de partager justement ton objectif. Je vais te poser les 2 dernières questions. Il y en a une que je vais ajuster en conséquence au niveau de ton âge. La première étant, ce serait quoi ta vision de succès si tu mélanges le côté perso et le côté pro dans le fond? Donc, la vision du succès, pour moi, elle est plus claire que jamais. Ça fait quelques années que j'ai un coach en développement personnel qui m'aide à mieux comprendre qui je suis et quelles sont mes valeurs profondes. Et pour moi, le succès, c'est de vivre selon mes valeurs profondes à tous les jours. Donc, ça doit être quelque chose de durable. C'est quelque chose qui... On peut pas complètement sacrifier quelque chose pour vivre selon ses valeurs pendant une journée, mais le regretter le lendemain. Donc, on parle de quelque chose de durable à tous les jours, une expérience de vie alignée avec mes valeurs à tous les jours qui est durable. Et un work in progress, mais c'est vers là que je veux aller. Puis, je pense que tout le monde devrait faire ce travail-là de bien identifier ses valeurs et ses besoins fondamentaux. D'identifier c'est quoi le succès pour toi aussi. Souvent, on dénigre les gens, peut-être que c'est plus des gens plus matérialistes, de savoir, moi, le bien d'acheter un nouveau véhicule, ça m'amène beaucoup de bonheur. Puis, je pense qu'essentiellement, ça va plus loin que ça, le bonheur. Je pense que c'est par exemple, avoir une famille, avoir des enfants, faire grandir l'impact que tu as mentionné, avoir des employés à ta charge, de faire grandir ces gens-là aussi, d'évoluer, de faire peut-être du mentorat ou du développement personnel à une certaine limite. Je trouve voilà que ça, c'est pour toi. Mais le matériel, il n'y a rien de mal avec ça. Si tu sais pourquoi tu en as besoin, puis qu'est-ce que ça vient te servir dans ta vie, c'est un moyen. Le matériel, c'est juste un moyen. C'est correct, le matériel, si c'est pour servir un moyen plus profond en toi. Je comprends. Mais il faut les savoir, c'est quoi tes besoins. Il faut bien se poser les questions. Puis, tu veux faire du pouce là-dessus? Comment on fait pour se poser des bonnes questions, puis de faire le bon cheminement vers ça? J'ai lu beaucoup de livres sur le développement personnel, sur le mindset, et je réalise que tous ces livres-là, ça aide à faire des prises de conscience. Souvent, ça va te déclencher des émotions, mais il faut prendre des décisions puis passer à l'action. Ça, c'est la partie qu'on échappe tout le temps quand on lit des livres. On écoute des films, on va aller dans un séminaire, puis on sort de là, on est pumped, on vit des émotions. On a pris une prise de conscience, on vit des émotions. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? Une semaine après, les émotions sont passées, puis il n'y a rien qui s'est passé dans ta vie. C'est de prendre des décisions, s'engager, puis de passer à l'action. C'est ça qui va faire la différence. Puis j'ai envie de faire un clin d'œil à mon coach. Moi, j'ai un coach en développement personnel depuis 5 ans chez Axe One. Ils sont vraiment formidables. Puis moi, c'est sûr que je connais, puis ça a changé ma vie. Fait que j'invite tout le monde à les contacter s'ils veulent vivre ce genre d'expérience-là aussi, puis vivre une vie alignée. Tu sais. Shout-out à Axe One, 100%. C'est une belle mention. Je pense que oui, c'est important d'être bien accompagné. Tu as mentionné la lecture, mais tu sais aussi des gens qui t'entourent, des gens avec un petit peu plus d'expérience, expérimentés, qui peuvent t'emmener, parler de eux, qu'est-ce qu'ils ont, peut-être les défis qu'ils ont vécu, passer à travers ça. Ça vaut la peine souvent quand on est jeune, on a peut-être un ego qui est beaucoup plus
sais, on pense qu'on connaît tout, qu'on sait tout. En réalité, on sait tellement rien. Fait que c'est intéressant. Je vais t'amener la dernière question. Évidemment, 32, là, c'est pour ça que je te disais, je vais changer un petit peu au niveau de l'âge. Si tu avais la chance de parler à une version de toi-même de 18 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais en ce moment? Le seul mot qui me vient, c'est chill. Comme relax. Ah ouais, t'étais en mode grind ou Pas en mode grind, en mode survie. En oh boy, mode, ok, faut ok, à ce que point-là. je Ah ouais, réussisse, ok. puis ça, un peu en mode d'insécurité, là, tu sais, Ouais, 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 ouais. faut que j'aie du succès absolument à tout prix, sinon j'ai raté ma vie, ou tu sais, Je une comprends. espèce Ouais, d'agitation qui n'était pas nécessaire. je comprends. Ouais, Chill. puis Profite de chill, la bro. vie comme c'est correct, tu sais, sois patient, continue un C'est pas par en avant, puis c'est fou comment, tu sais, puis je me revois quand j'avais 18-20 ans, là, puis tu sais, il y avait comme une urgence à justement, tu sais, réussir, faire de l'argent, puis être on my own, puis je veux dire, quand tu commences à vivre tout seul, tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, d'arriver, je sais pas, en appartement, tu sais, tu rencontres quelqu'un, puis tu sais, tu as des responsabilités financières que tu n'avais pas quand tu étais chez tes parents, tu sais, ça, c'est un avantage incroyable. Tu sais, je lisais le livre my God, Pierre-Yves McSween, Liberté 45. Puis il disait, tu sais, le meilleur avantage quand tu es jeune, c'est quand tu habites chez tes parents, tu sais, pile ton argent, profite-en. C'est le meilleur moment. Puis s'il y a des jeunes qui nous écoutent qui sont dans cette situation-là, à la place d'acheter des nouveaux Yeezys, là, pile ton argent, man. Mets ton argent, investis là, c'est le meilleur moment. Parce que plus tard, ça va être un petit peu plus difficile, contraignant. j'ai envie de Euh, rajouter, investis-la en toi, ouais, ah man, c'est vrai, c'est un bon conseil, ça. Mhm. tu sais. Investis-la Fait dans des formations, yeah, investis-la dans des yeah. voyages, investis-la dans des choses qui vont te faire Mhm. grandir. Parce que tu pourrais l'investir à la bourse, puis faire ton 10-15 Sure. par année, mais Ouais, ouais. le plus payant, je pense, que tu peux faire, c'est de l'investir en toi. Puis ça n'a pas besoin d'être l'université, Ouais, pas besoin d'aller à l'université, mais éduque-toi quand même, ouais. forme-toi. Va chercher ta forme C'est d'éducation. correct de payer comme 1000$ pour une fin de semaine à quelque part avec du monde vraiment brillant, puis c'est un Mhm. bon investissement. Je ressors souvent cette phrase-là. Mon père m'a toujours dit ça. Tu fais jamais rien pour rien dans la vie. Tu sais. Fait que le plus que tu peux faire, c'est d'être dans l'inaction, je crois. Dans le pire des cas, tu as investi, ça n'a pas fonctionné, mais tu as appris à te connaître davantage. Puis c'est des excellents conseils. Léo, ça a été une belle heure qu'on a passée ensemble. J'ai vraiment apprécié mon expérience. J'avais hâte. Évidemment, je ne t'avais pas rencontré en pré-rencontre. Je suis très agréablement surpris de faire bon, en tout cas, cet épisode-là avec toi. Je suis très content. Je me demande, toi, ton expérience, comment tu as vécu ça aujourd'hui avec moi? Ah, j'ai vraiment aimé ça. T'es un excellent intervieweur, puis J'apprécie. tu m'as amené sur des pistes. Tu sais, juste la conversation qu'on a eue sur l'économie, j'ai jamais ça avec grand monde, mais j'ai trouvé ça le fun de parler de ça avec toi. Puis tu poses des J'apprécie. bonnes questions. Tu m'as amené sur des nouvelles pistes, des sujets, comme je te dis, que Sure. j'avais jamais échangé avec quelqu'un. Donc, j'ai eu une belle expérience. C'était Ben, short and sweet, puis c'est ben, droit au but. merci pour le feedback. Puis, tu sais, j'essaie d'être le plus chill dans le sens, j'ai ma ligne directrice, j'ai mes questions, puis tout ça, mais en réalité, c'est très, on touche un sujet, OK, je pense que ça va être pertinent, mettons, pour l'audience, ça va être pertinent pour nous deux. On va Mhm. deep down là-dessus, tu sais, de parler de grands concepts at large. Parlons de ce qui nous impacte, là, tu sais, pour la personne qui l'écoute, le podcast, Ouais, là, tu sais, pour son argent dans ses poches. Fait que je suis content que tu me dises ça, puis je te propose de faire un part 2 dans un an, à savoir les nouveautés, c'est vrai. puis justement si tu as atteint cet objectif-là. Fait que moi, si tu es partant de refaire l'aventure avec moi, je suis très, très, très bon. Avec plaisir. Hey, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller
faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.